bienvenue à tous ceux qui arrivent pour cette deuxième table ronde, qui est intitulée Aux sources de la défiance et sous-titrée Lobby, controverses scientifiques, réseaux sociaux. Dans son intervention de ce matin, Bruno Calmar a ajouté aux origines de cette défiance beaucoup d'autres items, la complexité, la fragmentation, les experts, l'isolement, l'incompréhension, le profit, l'absence de garde-fous et de cap, et la loi de programmation de la recherche. Voilà, qui va alimenter notre s'il en était besoin. Et j'ai retenu aussi que John Crowley nous a affirmé qu'il n'y avait pas ou plus de journalistes scientifiques. Donc, comme nous avons 2 journalistes scientifiques dans cette table ronde, je pense qu'ils vont peut-être vouloir répondre. Alors, donc, nous avons 4 intervenants et seulement 1h30. Donc, je vous propose d'intervenir pour 15 minutes uniquement pour qu'on ait après un petit peu de temps pour vous poser des questions et que vous puissiez répondre. Je vous présente très rapidement par ordre alphabétique Daniel Agacinski, qui est chef de projet au département Société et politique sociale de France Stratégie, Julien Hernandez, journaliste scientifique indépendant, cofondateur du site Prism, Marie-Vonne Holzem, maître de conférence émérite en sciences du langage à l'Université de Rouen, Sylvestre Huet, journaliste scientifique indépendant spécialisé en sciences, animateur du blog Science pour le Monde. Et donc, je vous propose un ordre qui vaut ce qui vaut, mais donc de donner d'abord la parole à Marie-Vonne Holzem, qui pourrait nous parler de la place de la science et des vérités scientifiques, notamment dans le débat démocratique. Ensuite, Sylvestre Huet pourrait nous faire un panel des différents types de défiance. Julien Hernandez nous dirait s'il faut combattre là où les défiances, et Daniel Agacinski pourrait nous dire s'il faut faire avec. Voilà, donc c'est pas forcément ce que vous allez dire, mais c'est une proposition que je fais. Et donc, je donne la parole tout de suite à Marie-Vonne Holzem pour 15 minutes. Bien, merci. Vous m'entendez? Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, je mets également mon téléphone parce que j'ai tendance à être un petit peu bavarde. Bien, alors, l'heure est au discrédit de la parole scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut-il s'en étonner alors que la recherche est fragilisée par une logique de rentabilité? Et donc, dans un monde où nous sommes confrontés à des défis environnementaux majeurs, il est urgent de considérer la vérité scientifique comme un bien commun de l'humanité. J'ai commencé par ce petit préambule pour justifier du titre que je vous avais proposé à cette table ronde, à savoir vérité scientifique et monde commun. Et j'aborderai 2 points, les raisons de la défiance. Bon, je serai assez rapide parce qu'il a été déjà dit beaucoup de choses ce matin et tout à l'heure. Et j'essaierai d'esquisser les pistes de conditions de la confiance. Alors, avant de prendre la parole, je suis donc linguiste. Alors, la question qui peut vous venir à l'idée, c'est que vient faire une linguiste ici? Dans la famille linguistique, je m'intéresse à la sémantique, c'est-à-dire au sens, à la construction du sens. Sens comme science, sémantique comme science des valeurs partagées. Mon point de vue est donc un point de vue d'une approche globale de l'interprétation, prenant en compte la situation historique culturelle de production et d'interprétation des textes. Et de ce point de vue-là, la question qui était posée précédemment, qu'est-ce que les sciences, on pourrait dire de manière un tout petit peu schématique quand même, que les sciences sont un ensemble de textes publiés, ça peut être oral ou écrit, mais si je fais quelque chose toute seule dans mon coin et que je n'en parle à personne, ça ne peut faire science. Donc c'est forcément quelque chose de partagé, d'où la sémantique, et prise en compte également d'un ensemble d'axiomes normatifs localement établis dans l'espace, qui peut être un laboratoire, un champ disciplinaire, mais également dans le temps, étant donné aussi l'évolution du dit champ disciplinaire et des connaissances partagées. C'est-à-dire que ce n'est pas un point de vue fixiste, mais c'est un point de vue qui amène les linguistes comme moi, mais la linguistique interprétative depuis laquelle je parle, qui est la linguistique interprétative mise en texte par mon collègue ami François Rastier, qui a été le père fondateur de la sémantique interprétative dans la longue lignée des sémanticiens. Et nous travaillons donc sur les corpus comme ensemble de textes attestés dans le cadre d'une pratique
Et ce point de vue, c'est le point de vue de quelque chose qui est peut-être beaucoup moins connu, qui est le point de vue des sciences de la culture, tel que l'a défini le philosophe Ernst Cassirer, c'est-à-dire des sciences aptes à rendre compte des processus de transformation des représentations partagées, autrement dit des connaissances et donc des valeurs partagées. Voilà. Je suis donc linguiste et j'ai eu la particularité d'être nommée, ce qui doit être assez exceptionnel, vous me démentirez, dans une UFR de sciences. C'est-à-dire mon poste de maître de conférence a été, parce que j'y suis encore, je suis maintenant émérite, dans une faculté de sciences, celle de Rouen, suite à une thèse sur les concepts scientifiques, autrement dit une thèse de terminologie, et j'ai toujours travaillé depuis fort longtemps en appropriation des connaissances. Mais avant d'avoir travaillé comme chercheuse en appropriation des connaissances et comme linguiste, c'est aussi le point de vue duquel je parle, j'ai commencé par être durant 15 ans dans la documentation scientifique, j'étais bibliothécaire en sciences et c'est depuis mon poste de bibliothécaire en sciences que je suis devenue linguiste. Voilà en quoi je me suis toujours intéressée à l'appropriation des connaissances et à leur diffusion. Alors, les bonnes raisons de la défiance, je dirais que je reprendrai le texte de Jacques Testard qui a publié dans le petit ouvrage que j'ai dirigé qui s'intitule Vérité citoyenne, les sciences contre la post-vérité. Bon, je fais la publicité pour ce petit texte, ce petit livre. Et dans son article, Testard, donc je ne présente peut-être pas, a écrit « Nos sociétés éperdues de croissance et de compétitivité ont-elles sécrété les sciences qu'elles méritent ?» C'est une très bonne question, je le remercie de l'avoir posée, étant donné que la récente loi de programmation de la recherche apporte une réponse sans équivoque, réduisant les missions de la recherche dans son ensemble à celle d'agents au service de l'innovation. De ce point de vue-là, je dirais que innovation n'est pas recherche. Les deux termes ne sont pas substituables, bien qu'on tente à les substituer. Puisqu'il ne s'agit plus d'accroître des connaissances pouvant ou non donner matière à application. Toutes les connaissances ne donnent pas matière à application, loin s'en faut, mais avec le concept d'innovation, de fixer a priori, c'est assez important de le comprendre, les objectifs à atteindre. Objectifs à atteindre depuis que les gouvernements de l'UE ont assigné au savoir scientifique un horizon économique. C'était la stratégie de Lisbonne adoptée en 2000, qui a été suivie par la stratégie d'Europe 2020, en faveur d'une économie de la connaissance, un knowledge management, la plus compétitive pour une croissance intelligente. Alors intelligente au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire au sens où le service de renseignement en Angleterre s'appelle l'intelligence service, donc intelligence dans le sens anglo-saxon du terme. Et donc les conséquences ne se sont pas fait attendre. D'une part, si les sciences ont depuis toujours leurs fraudeurs, les dispositifs mis en place pour appliquer ces agendas, tels que je viens de les énoncer, favorisent une fraude molle. Alors, qu'est-ce qu'une fraude molle? C'est une fraude qui n'est pas systématique, mais qui invite le chercheur à ne présenter que les résultats qui, s'ils sont altérés, au moins les résultats qui puissent être les plus conformes à la démonstration attendue. Mais d'autre part, comme conséquence, c'est sous la forme des dispositifs incitant le chercheur à travailler avec des partenaires privés et à monter leur propre start-up. C'est d'ailleurs rappelé dans la loi de programmation de la recherche que s'entremêlent les intérêts généraux et logiques de profit économique. Dans ces conditions, comment s'assurer que le chercheur, même les mieux intentionnés, soit en mesure d'être fidèle à la rigueur et à la probité attachées à leur fonction? À l'assujettissement des sciences à la compétitivité économique des États, il convient d'ajouter, naturellement, je ne vais pas vous l'apprendre, ça a déjà été évoqué, les pratiques du lobbying qui se sont institutionnalisées dans le sillage des institutions européennes depuis une trentaine d'années. Et donc, si l'impact des intérêts privés est bien perceptible à l'échelle de l'effet financement, le funding effect, c'est-à-dire l'effet financement sur les résultats présentés, comme je viens de le dire précédemment, les preuves des malversations industrielles sont pourtant de plus en plus manifestes depuis la déqualification des documents produits par les industriels du tabac aux États-Unis. Et là, je renvoie aux écrits de Stéphane Foucault et de Stéphane Aurel, l'une sur l'obitomie et l'autre sur la fabrique du mensonge. Cette prise de conscience du
du poids des intérêts privés sur la recherche semble encore stagner sur le palier du laboratoire. Alors, je tiens à préciser que comme je suis linguiste en sciences, j'appartiens à deux laboratoires, un laboratoire de linguistique qui est donc du côté de l'UFR de lettres et un laboratoire d'informatique qui est dans l'UFR de sciences. Je suis donc à l'interface qui m'a amené beaucoup de richesse entre les sciences dites plus dures et les sciences dites plus humaines. Voilà. Alors, conséquemment aux orientations technoscientifiques imposées puisque financées, se pose la question des sciences non faites. On n'en parle pas beaucoup, undone science, et celles-ci peuvent être aussi bien concerner les questions laissées en stand-by. Et là, je ferai référence à un article publié par Bruno Canard qui a parlé ce matin et qui a rappelé en 2003 que la virologie était un sport de combat. Enfin non, il a rappelé sur la recherche sur les coronavirus que la virologie était un sport de combat. Son article est dans l'université ouverte du 19 septembre 2020 sur le site Sauvons la recherche, je crois bien. Mais il y a également ces questions laissées en stand-by, les questions non prises en considération parce que portées par des associations de citoyens ou des associations de riverains tel qu'on a pu le vivre. J'habite Rouen et suite à l'incendie de Lubrizol, beaucoup d'associations se sont constituées. Nous avons constitué un petit comité au sein de l'Université de Rouen et nous réclamions, tout comme les associations, des recherches indépendantes sur la nature des polluants. Je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas obtenu gain de cause et la recherche, les échantillons faits sur les polluants dans les heures qui ont suivi cette catastrophe ont été faits, bien entendu, par l'entreprise Lubrizol elle-même. Il va sans dire qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà de quoi alimenter les soupçons de bon nombre de citoyens qui, faute de trouver des réponses aux questions telles qu'ils se les posent, expriment leurs critiques, leurs angoisses souvent très légitimes, et se tournent vers d'autres formes de connaissances. Cela peut en partie expliquer le succès des fake news et le complotisme. Ces critiques qui émanent de citoyens ou d'associations sont le plus souvent dénigrées par ceux qui hurlent à l'anti-science. De ce point de vue-là, est parue en août dernier une tribune dans la presse francophone qui s'intitulait « No Fake Science ». Elle a été signée par 250 personnes, pas toutes scientifiques, et tribune qui, il n'aura pas échappé pour les décodeurs du monde, que cette tribune ne dénonce pas, ne défend pas les sciences, mais bien les technosciences. Que défend cette tribune? Oh, ben, tour à tour, les glyphosates, les OGM, et en ce qui concerne le climat, l'industrie nucléaire, qui, comme chacun le sait, est faiblement émettrice de gaz à effet de serre. Donc, ce sont bien les technosciences que cette tribune vise à défendre. Sont également violemment dénigrés par les nouveaux tenants des mouvements rationalistes. Je renvoie à l'ouvrage de Stéphane Laurence sur l'histoire des mouvements rationalistes en France. Sont violemment donc dénigrés ceux qui en appellent au principe de précaution. La précaution, de ce point de vue-là, ne serait que résistance au changement, que populisme précautionniste, selon Gérald Bronner. Et là, il y a aussi un excellent livre qui est paru. D'ailleurs, Sylvain Laurence est dans les auteurs de ce livre. C'est l'ouvrage de Foucard, Aurel et Laurence qui s'intitule « Les gardiens de la raison ». Je vous recommande sa lecture, elle est bien référencée. Et donc, Gérald Bronner appelle cela les populistes. Vous savez, populisme, maintenant, c'est tous ceux qui décrient. Et bon, c'est un anathème qui est bien pratique, qui veut dire, il faut déjà le définir, hein, précautionniste. Et donc, propos qui sont d'ailleurs pas sans rappeler l'opposition présidentielle entre le progrès, à savoir la 5G, et le modèle Amish. Je fais référence au discours du 15 septembre dernier du président de la République. Le dit progrès serait l'accélération, alors peut-être que le progrès serait justement de ralentir en ce qui concerne la production et l'échange de connaissances scientifiques. Alors maintenant, les conditions de la confiance. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait la table ronde sur les vérités. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication Vérité bien commun, et vérité bien commun aujourd'hui fortement menacée.
Quel crédit donc accorder à la véracité de la parole scientifique quand son autorité se voit instrumentalisée pour imposer un modèle de société ultralibéral et techno-industriel? La question des vérités scientifiques, les conditions dans lesquelles celles-ci s'établissent est à plus d'un titre primordiale, en ce qu'elle permet de reconnaître une réalité indépendante des préjugés ou des visions communautaires de notre monde commun. De ce point de vue-là, si Heidegger affirmait en 1933 que l'essence de la vérité était la vision du peuple allemand avec les conséquences que l'on connaît, et donc là aussi, je me réfère à l'excellent ouvrage écrit par François Rastier sur Heidegger, sur les prophéties d'Heidegger et les mensonges d'Heidegger, hein, je me réfère à son ouvrage, je vous y renvoie. Et donc, cette vision avec les conséquences que l'on connaît, comment interpréter aujourd'hui les conceptions identitaires de la vérité qui se développent, amplifiées par les nouvelles technologies de la communication au point d'en saturer la conversation publique? À l'heure d'une dérégulation économique, politique et informationnelle et environnementale généralisée, il semble bien que les idéologies identitaires transposent au plan spirituel cette dérégulation au profit d'intérêts privés. Cette stratégie fake news est l'héritière de la pensée déconstructionniste française, à savoir déconstruction du sens des mots, d'un relativisme de principe qui s'impose pour faire valoir l'idée de fait alternatif à l'instar de la conseillère de Donald Trump en 2017. Je vous renvoie à ses propos. Puisque rien ne vaut, donc tout se vaut, et le mensonge, la contrefaçon intellectuelle ne sont sanctionnés d'aucun opprobre en termes de crédibilité ou d'accès aux médias en ce qui concerne la parole politique ou médiatique. Or, la vérité scientifique, comme le remarque à bon droit Rastier, fait partie du bien commun de l'humanité. Elle ne procède pas d'un pouvoir au sens de l'univers d'Orwell, hein, au sens où la liberté, c'est celle d'affirmer que 2 et 2 font 4, que demain elles ne feront pas 3 ni 5. Elle n'émerge pas d'un consensus, la vérité scientifique, mais d'une démarche de mutualisation critique des connaissances. Toute vérité est une prétention universelle et peut par principe être comprise de chacun, indépendamment de tout préjugé d'appartenance à un groupe national, ethnique, racial, sexuel ou autre. Ce bien commun nous est aujourd'hui indispensable, puisque nous sommes confrontés à l'échelle planétaire à une situation aussi alarmante qu'inédite, comme en témoigne le dernier rapport du GIEC, et qu'il faut un changement radical, je cite ce rapport, de notre mode de production, de circulation de marchandises, de consommation ou d'utilisation à l'échelle de la planète tout entière. On comprend bien de ce point de vue-là que moi, je vais devoir vous demander de conclure. Pardon, oui, toutes disciplines confondues ont un rôle manifeste à jouer. De ce point de vue-là, la réponse face aux infox et à la mauvaise information scientifique prend, et la LPR n'y est pas pour rien, le chemin de trier entre la bonne et la mauvaise information, et de ce point de vue-là, de créer sur le modèle britannique un Science Media Center qui serait de fournir rapidement via les bons experts, qui seront les bons experts, la réponse adaptée aux médias visés pour couper court d'une part au journalisme d'investigation, mais pour couper court aussi à la possibilité d'établir des controverses. Et donc, demain, il y aura une table ronde sur la formation à la pensée critique. Dans le petit livre sur vérité citoyenne, il y avait notre collègue Michel Goldberg qui faisait part de la formation qu'il monte à l'Université de La Rochelle. Et je vous invite à aller écouter cette table ronde demain matin à 11h. Et je terminerai en disant, puisqu'on m'invite à conclure, c'est un peu court, qu'il faudrait... Que comme principe de la confiance, il faudrait retrouver dans le monde de la recherche les principes fondateurs de l'activité, à savoir le partage des connaissances comme bien commun, le désintéressement, produire des résultats reproductibles par tous à condition d'en avoir les connaissances nécessaires. Et ces deux principes mettent à mal la logique du brevet et le scepticisme organisé comme refus d'admettre prématuré
prématurément, des connaissances, des affirmations insuffisamment validées, à condition que cette organisation soit indépendante des intérêts privés. Voilà, le retour en force des intégrismes, le repli nationaliste, etc., sont autant d'attaques portées à l'unification du genre humain et aux connaissances scientifiques partagées à l'échelle de la planète dont nous avons urgemment besoin. Je vous remercie et m'excuse du petit dépassement. Merci, c'est désagréable, mais je ne peux pas étirer le temps, donc il faut que je donne la parole à tout le monde. Donc je donne la parole à Sylvestre Huet sans plus tarder. Merci beaucoup, donc pour 15 minutes. Merci, j'espère faire plus court que les 15 minutes. Donc vous m'avez demandé d'apporter quelques remarques sur la base de mon expérience professionnelle, près de 35 ans de journalisme scientifique, sur les sources de la défiance que l'on dit générale envers science et technologie dans la population française. Cette affirmation d'ailleurs est susceptible d'être discutée. Alors les sources de cette défiance, elles sont vraiment diverses, d'ailleurs comme l'action à conduire pour les contrecarrer, elles se renforcent en général l'une l'autre, malgré leurs aspects parfois contradictoires, et donc les hiérarchiser n'a guère de sens, car selon le sujet observé, telle science, telle technologie, cette hiérarchie changera. Donc l'ordre qui suit dans ma présentation n'est pas hiérarchique, mais pour la clarté du propos. Alors tout d'abord, on se défie de ce que l'on ne connaît pas. Et ça, c'est une attitude positive, prudente, qui est héritée de l'expérience répétée du danger que peut receler l'inconnu. Or, la méconnaissance des sciences et des technologies est générale, à la mesure de l'immensité des connaissances accumulées par un siècle et demi de découvertes, la plupart du temps menées à rebours du bon sens, selon lequel le soleil se lève sur une terre immobile, comme le rappelait à la table ronde précédente. Cette méconnaissance générale touche absolument tout le monde, tous les citoyens, tous les élus de la République. Je vais en faire la démonstration par les professionnels de la connaissance scientifique, les chercheurs, les scientifiques, les chercheurs scientifiques dont la spécialisation est le prix à payer pour leur efficacité. Et le biologiste n'ira pas calculer le flux de neutrons d'un réacteur nucléaire. Le physicien est rarement compétent en écosystèmes tropicaux. Autrement dit, le partage du savoir dont rêvaient les encyclopédistes Diderot et d'Alembert n'est plus un objectif atteignable, même par les professionnels de la production de sciences. Cette ignorance généralisée concerne les savoirs académiques comme les technologies. Le fonctionnement d'un téléphone portable ou d'un ordinateur est obscur pour la plupart de leurs utilisateurs. Dans ces conditions, la confiance ou son inverse, la méfiance, relève d'un acte de foi envers l'objet lui-même ou les conditions sociales de sa production, mais pas sur une connaissance. Cette source de la méfiance sociale est souvent peu soulignée, à tort à mon avis, car elle interroge les fondements même de la démocratie et ne peut être tarie dans un avenir prévisible. Elle suppose une action très ambitieuse de culture scientifique à l'école, dans l'information, les productions culturelles, comme un défi majeur des sociétés qui veulent être démocratiques au cours de ce siècle. Il existe d'ailleurs des formes totalement inverses à cette attitude de méfiance provoquée par l'ignorance. C'est une attitude de confiance totale, notamment envers les technologies. De confiance totale dénuée de toute analyse critique et qui est totalement déconnectée d'une quelconque analyse des sciences ou de la technologie en cause, mais provoquée par une conviction idéologique très forte, liée la plupart du temps à des positionnements politiques. Un exemple d'une telle attitude se lit dans le dispositif fiscal du crédit d'impôt recherche. Le présupposé non explicité d'ailleurs du dispositif est que toute innovation technologique est bonne pour la société, au point qu'elle doit être soutenue par les deniers publics. Et ceci même si l'innovation en question est développée par une entreprise privée et donc pas nécessairement, pour rester poli, dans un but philanthropique. La conviction idéologique qui est à l'origine de ce dispositif est évidemment celle qui voit dans l'initiative capitaliste le mécanisme idéal de toute l'organisation sociale. Si idéal qu'il ne doit être en aucun cas
vérifiée. En l'occurrence, le bonus fiscal est attribué en l'absence de toute vérification de l'intérêt social de l'innovation ainsi récompensée. La défiance envers les technologies provient également de l'expérience des populations. Plus aucun turiféraire positiviste n'ose proclamer que les technologies sont toujours bénéfiques pour l'humanité. Mais la raison profonde en est l'ambivalence de l'usage qui en est fait, surtout lorsqu'elles sont mises au service d'objectifs de puissance, de domination, d'exploitation des plus faibles ou de profits financiers. Mais aussi par l'impact négatif, pas nécessairement recherché, de leur usage massif. On peut prendre l'exemple du changement climatique, les technologies utilisées pour et par l'usage des énergies fossiles, et encore moins celles utilisées pour le développement de la production agricole, qui contribue au changement climatique, n'ont évidemment pas été développées avec comme objectif de bouleverser le climat. Mais pourtant, c'est ce qu'elles font, et pendant longtemps, on les a utilisées sans savoir qu'elles faisaient cela. Autre remarque fondamentale, il faut opérer une très forte distinction entre science et technologie, telle qu'elle est exprimée souvent par le distinguo que les populations en font, même si cette distinction est souvent confuse. Les enquêtes sociologiques montrent que les populations accordent une très grande confiance à la science et aux scientifiques lorsqu'ils sont présentés comme le CNRS ou l'académie, c'est-à-dire en position de recherche fondamentale. Toutes les enquêtes montrent que c'est encore très élevé dans la hiérarchie de la confiance accordée par les populations. Alors qu'à l'inverse, les pouvoirs publics ou les entreprises privées, vus comme des utilisateurs, des promoteurs de technologies, sont affectés d'un haut niveau de défiance. Cette dichotomie est fondamentale. Et comme la défiance envers les responsables politiques est très élevée dans notre pays, cette défiance se décline ensuite vers toute parole perçue comme officielle, même lorsqu'elle provient d'une autorité scientifique, d'une autorité sanitaire ou d'une expertise scientifique publique, et même si cette expertise scientifique publique est réalisée dans des conditions qui permettent d'affirmer sa fiabilité et la confiance qu'on peut avoir envers elle. Et on voit avec la crise sanitaire en cours à quel point cette défiance peut déboucher sur des comportements à risque. Cette défiance, elle est enfin délibérément nourrie par certains acteurs sociaux, des dirigeants politiques, des militants, des influenceurs de réseaux sociaux numériques, parfois presse, parfois journalistes. Et évidemment, elle peut s'appuyer efficacement sur l'ignorance généralisée que j'ai citée en premier. Une petite mention spéciale aux quelques scientifiques qui participent à la construction de cette ignorance sociale des connaissances existantes, à l'exemple, j'en étais un peu le spécialiste, des actions de Claude Allègre ou de Vincent Courtillot pour duper les populations sur les sciences du climat. Mais là aussi, les risques sont très élevés. On le voit avec le changement climatique, avec le fait que les décisions politiques sont très en retrait par rapport à ce qui est nécessaire de faire pour atteindre les objectifs de la Convention climat de l'ONU. Mais la crise sanitaire en cours en est un nouvel exemple criant. La diffusion de mensonges violents, faux, sur la cause de maladie, sur les traitements, les comportements à risque aux protecteurs, ont nécessairement provoqué des dégâts. Pour parler clairement, je ne sais pas et on ne saura jamais combien de morts ont provoqué les Raoult, Toussaint et compagnie, bien aidés par certains médias, notamment les chaînes d'infos continues et les algorithmes des plateformes numériques des réseaux sociaux. Mais il y a des morts qui sont dues à cela. Le pire est probablement ce que l'on ignore. Je ne sais pas, personne ne sait dans quelle mesure le discours erroné puis mensonger de Didier Raoult a joué un rôle dans le retard à l'allumage de l'action gouvernementale en janvier et février dernier. Un retard qui contraste avec la rapidité, la vigueur et les succès remportés par d'autres gouvernements face au SARS-CoV-2 en Corée et au Vietnam, pour prendre deux régimes politiques très différents. Alors évidemment, pour s'attaquer à ce sujet, il faut travailler sur le triptyque science, expertise sur les sciences et les technologies et décision politique. Mais je reviendrai sur ce point dans la discussion de manière à laisser le temps au débat. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Julien Hernandez. Merci d'avoir été très court et donc on aura plus de place pour le débat. Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie Gérard Raschieri de m'avoir invité à participer à cette table ronde, notamment avec 3 invités aussi prestigieux. Je vais essayer de dire quand même des choses assez intéressantes malgré la maigre expérience que j'ai sur tous ces sujets. Mon exposé va s'ancrer dans une posture assez subjective de ce que j'ai pu écrire moi comme article durant cette pandémie, de ce à quoi j'ai été exposé, de après qu'il lu un article que j'ai écrit, je vais vous faire un partage d'écran. Hop, pour que vous puissiez voir. Donc, l'article est celui-ci. C'est Chloroquine, pourquoi Futura choisit de ne plus en parler. C'est un article que j'ai écrit après avoir couvert le dossier hydroxychloroquine pendant de l'annonce de Didier Raoult de la fin de partie jusqu'à ce que des données assez sérieuses sortent dans la littérature scientifique. Voilà, donc je vous ai montré l'article. Et donc, où en étais-je? Je suis désolé, je suis un peu stressé. Donc oui, j'ai été sollicité par Gérard par rapport à l'hydroxychloroquine à ce sujet. Et avant de parler de la défiance et de rentrer dans mon propos, j'aimerais faire un constat, le constat qu'on a collectivement, mais on a été plutôt contraints, le monde journalistique et même le monde scientifique, le constat qu'on a manqué l'opportunité de bien vulgariser, notamment les sciences médicales ou la recherche fondamentale en virologie, en biologie, durant toute cette pandémie, parce qu'on avait une opportunité super d'expliquer ce qu'était un essai clinique, pourquoi il fallait randomiser des essais cliniques pour avoir des résultats solides, ce qu'était un rationnel préclinique, comment on choisissait d'étudier tel ou tel médicament pour une pathologie donnée. Enfin, tout ça a été fait par certains médias, mais effectivement, comme l'a dit Sylvestre Huet, on a peu vu ce genre d'explication dans les chaînes d'infos en continu. On a peu vu d'experts venir expliquer, voilà, un essai clinique, ça doit se réaliser comme ça pour avoir des résultats robustes. Donc, du coup, tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de fake news, propagées parfois par même autour des sciences médicales, parfois par les scientifiques eux-mêmes, et beaucoup de journalistes, parfois des journalistes plutôt classiques, non spécialisés en sciences, et par les chaînes d'infos en continu. Donc, du coup, le constat que je fais de tout ça, c'est que la défiance, elle prend des ressources. On en a eu l'exemple durant toute la pandémie avec tout le temps passé, par exemple, sur les réseaux sociaux par certains scientifiques et nous autres journalistes scientifiques pour faire de la vulgarisation et expliquer à ceux qui étaient désireux ou non, d'ailleurs, de comprendre, donc d'expliquer tout ça sur les réseaux sociaux et autres plateformes. On a eu l'exemple avec le film Hold Up qui est sorti récemment, qui est un concentré d'affirmations plus ou moins, on va oser le terme complotiste, voilà, complotiste, erroné, controversé. Donc ça prend beaucoup de ressources et je vais distinguer tout de suite pour continuer mon propos. Il y a la distinction entre la défiance, ce qu'on va appeler la défiance, et la divergence d'opinion sur les objectifs de la société. Je vais tout de suite m'écarter de cette posture. Je ne suis pas là pour disserter pour hiérarchiser les objectifs de la société, dire tel objectif est meilleur qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a un relativisme au niveau des objectifs à atteindre, ça veut dire que ça ne va tout simplement pas être mon propos. Et idem, je vais m'extraire de la question de l'expertise parce que je ne vais pas pouvoir vous faire un partage écran. J'ai fait un live à ce sujet il y a quelques mois sur Futura, savoir comment ne pas se faire manipuler avec 3 invités. Comment ne pas se faire manipuler, quelles étaient les clés pour avec différentes paroles d'experts, pour se faire un avis sur une question. Moi, j'aimerais juste plutôt, si je prends la défiance comme une pensée radicale, extrême, dans le sens où une pensée avec une adhésion à des idées assez extrémistes. Alors, c'est souvent un terme utilisé dans le pour parler de croyances religieuses, mais ça peut être, en tout cas qu'on me corrige si je me trompe, mais ça peut être pris pour parler d'autres types de croyances extrêmes qui n'entraînent pas forcément de violence. Et donc, du coup, la question à laquelle on m'avait demandé de répondre, c'est effectivement, faut-il lutter contre cette défiance? Pour nous, journalistes scientifiques, et même pour les scientifiques en général, c'est une question éminemment importante parce que si on considère qu'il ne faut pas lutter contre cette défiance, toutes les ressources qu'on a allouées durant cette pandémie et toutes les ressources qu'on allouera
plus tard sur toutes les autres types de défiance qu'on pourra rencontrer, il faudra… il faut qu'on réponde à cette question pour savoir si, oui ou non, on continue de déployer toutes ces ressources pour continuer à lutter contre cette défiance. Après, mon opinion personnelle, avec tous les biais qu'elle peut avoir, c'est oui. Et donc, du coup, ça pose la question de comment on lutte contre cette défiance. Cette défiance en tant que, comme je l'ai dit, pour certains radical et il faut essayer, du coup, pour lutter contre quelque chose, généralement, d'en cerner les causes. Et je vais m'appuyer sur un exemple que j'ai discuté longuement pour certains articles sur l'anti-vaccination, enfin, sur les personnes qu'on qualifie d'anti-vaccins, parce que c'est tout un spectre, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien le faire, qu'on veut bien entendre parfois. Il n'y a pas les anti-vaccins d'un côté et puis les gens qui disent amen à un vaccin sans poser de questions. Et j'ai discuté beaucoup pour certains articles avec une docteure en géopolitique spécialiste en santé publique, Lucie Guimier, et elle me disait que les causes, les anti-vaccins se retrouvent dans leur adversité et leur défiance envers la vaccination, mais que les raisons de cette défiance étaient très hétérogènes. Autrement dit, il y a une homogénéité sur la défiance en vaccination, mais il y a une hétérogénéité totale, une forte hétérogénéité sur les causes de défiance. Dès lors, c'est compliqué. Mais on ne sait pas rien, en tout cas si on se fie à des modèles assez sérieux en psychologie sociale, au niveau des populations notamment, qui détermineraient ce type de pensée extrême. Alors, comme je l'ai dit, c'est utilisé principalement pour les idéologies religieuses, mais ça peut être retranscrit ici, je pense, pour toutes sortes de pensées défiantes, dont l'anti-vaccination. C'est le modèle des 3 N. Donc, les 3 N, c'est need, le besoin d'avoir un statut social valorisé. Le deuxième, c'est narrative, c'est des discours qui viennent légitimer la pensée défiante. Alors, qui viennent légitimer la violence dans certains discours, mais du coup, la pensée défiante dans les discours qui nous occupent aujourd'hui. Donc, le troisième N, c'est network, c'est le réseau, c'est-à-dire que c'est les fréquentations autour de la pensée, de la pensée défiante. Et ça, le network, ça pose une autre question, ça vient alimenter une autre question qui, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Sylvestre en a parlé, les algorithmes de recommandation. Et il y a beaucoup sur l'éthique des algorithmes de recommandation qui peuvent, en effet, Sylvestre l'a dit, toute cette histoire a sûrement entraîné des morts. On ne sait pas combien, mais il y a un vrai défi à réguler et à penser une éthique des algorithmes de recommandation. Ça, c'est clair et net. Certains pensent aussi que l'éducation à la méthode, à l'esprit critique et à l'épistémologie pourrait s'avérer utile. Individuellement et personnellement, c'est une opinion, je pense que c'est nécessaire, mais peut-être pas suffisant, parce qu'on sait par exemple qu'il n'y a pas de corrélation. Alors j'avais prévu de vous partager l'écran pour vous montrer la source du propos, mais il n'y a pas de corrélation entre le niveau d'éducation en sciences et les croyances envers les pseudosciences. En tout cas, avec les études qu'on possède, il n'y a pas de corrélation. Et donc, du coup, ça pose la question, est-ce que c'est utile de vraiment… il faut distinguer du coup là dans l'étude. Là, c'est moi qui vous entends pas. Vous essayez de me parler. Je disais, on vous a encore perdu, mais oh là là. Non, mais c'est bon, continuez. Donc, du coup, je vais pas tarder à conclure. On n'a pas de corrélation entre le niveau d'éducation en sciences et les croyances envers les pseudosciences. Mais du coup, là, c'est le niveau d'éducation en sciences dont on parle. C'est pas le niveau d'éducation à la méthode scientifique et à l'épistémologie, qui sont des disciplines assez peu présentes dans les cursus scientifiques. Et puis, dès lors qu'on a répondu à toutes ces questions, il faut aussi se poser la question, je vais faire une analogie avec les sciences médicales, de la taille d'effet de toutes ces solutions et de toutes ces actions qu'on pourrait entreprendre. Quelle taille d'effet elles vont avoir? C'est important de se poser la question. Et quel service, comme le service médical rendu, vont avoir sur de la population.
et les ressources dont on dispose et qu'on souhaite allouer ou ne pas allouer à ces objectifs. Pour conclure très succinctement, j'aimerais parler d'un ouvrage assez ancien, L'échec d'une prophétie, qui a été publié dans les années 70, il me semble, par des psychologues sociaux. Ça a été les premiers cas de dissonance cognitive qui ont été répertoriés, il me semble, dans la littérature scientifique. Et c'est un livre où les psychologues en question suivent des ufologistes et où ces ufologistes croient dur comme fer à la fin du monde et où lors du non-événement, c'est-à-dire de la non-arrivée de la fin du monde, préfèrent adopter des hypothèses auxiliaires pour conserver leur système de croyance fondamentale envers cette fin du monde, plutôt que de remettre en question le fait que peut-être que leurs prédictions envers la fin du monde étaient erronées. C'est, il me semble, le combat qui est mené depuis longtemps et qu'on se doit de continuer de mener sur la nécessité d'une réalité commune et d'un besoin de vérité. Voilà, c'est, je pense, le combat qui nous reste à mener. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse pour les problèmes de micro. Et oui, la technologie, en fait, je pense que ce n'est pas un problème de micro, c'est un problème de connexion, de bande passante. Oui, peut-être que vous êtes en Wi-Fi et qu'il vaudrait mieux être en connexion filaire, mais bon. Voilà, donc ça laisse un petit peu plus de temps peut-être pour la dernière intervention, ou sinon pour les questions-réponses. Donc, je donne la parole tout de suite à Daniel Agassianski. Merci, oui, je vais essayer de ne pas reprendre le temps de parole laissé par mes camarades cet après-midi. Donc, je vais vous parler, beaucoup des choses qui ont été dites jusque-là sont des choses que j'aurais pu dire et auxquelles je souscris assez largement, donc je vais essayer d'avancer des choses un peu complémentaires de ce qui a été dit jusque-là, essentiellement à partir d'un travail que j'ai conduit donc à France Stratégie, qui a abouti à un rapport qui s'appelle Expertise et démocratie, faire avec la défiance. J'essaierai d'expliquer pourquoi on propose de faire avec, ce qui n'est pas forcément contradictoire avec le fait de lutter contre. J'essaierai d'expliquer pourquoi. France Stratégie qu'on avait publié fin 2018. Alors, je suis techniquement plus à France Stratégie depuis 3 semaines. J'ai rejoint le Défenseur des droits, mais je parle encore de travaux faits à France Stratégie. Je pense que ce qui a été dit dans l'intervention de Julien Hernandez est très important. Il y a, pour parler un peu vite, 50 nuances de défiance. Et il est très important de respecter la diversité, la pluralité de cet éventail et de ne pas tout plaquer sur l'image qu'on se fait du pire conspirationnisme. Parce qu'il y a effectivement des choses qui vont de la curiosité, de l'esprit critique jusqu'au conspirationnisme le plus invétéré. Et il y a un double danger très fort, évidemment, à amalgamer l'ensemble de ces manifestations de défiance. L'un, c'est celui de trouver des excuses au conspirationnisme le plus radical, et l'autre de radicaliser le défiant curieux, le défiant par esprit critique en le traitant au fond de complotiste et en le renvoyant à ce type d'illusion. Et on le voit très bien avec la question du rapport au vaccin, où l'hésitation vaccinale, la défiance vaccinale va de celui qui se pose des questions mais qui vaccine quand même ses enfants même avant que ce soit strictement obligatoire à celui qui va se faire des faux certificats par son médecin pour inscrire ses enfants à l'école. On a des... Comment dire ? Ce qui est compliqué avec la défiance, c'est que c'est une expression d'un état d'esprit et d'un comportement. Donc y compris la mesure même de la défiance, je n'ai pas prévu d'en parler, mais je le fais rapidement, elle est extrêmement difficile à étayer. On a de la défiance et de la confiance, bien sûr. Il y a des enquêtes d'opinion qui visent à poser des questions à des gens qu'il est très difficile de poser de façon aussi neutre que possible pour ne pas produire d'effets d'orientation de la réponse. Il y a des jeux de confiance en laboratoire qui sont beaucoup utilisés par les économistes, mais qui disent finalement pas forcément grand-chose de la façon dont les gens se comportent vraiment dans la vie. Et donc, la mesure réelle de la défiance et de son évolution est quelque chose avec lequel il faut être très prudent. Il faut se souvenir qu'on a des données et des choses là-dessus qui sont assez complexes à manier. Le type de défiance à laquelle je me suis intéressé lorsqu'on a fait ce travail à France Stratégie, c'était la défiance à l'égard de cet objet un peu particulier qu'on appelle l'expertise, les experts. Il en a été question de façon indirecte dans la discussion qui a eu lieu jusque-là, où on parlait à la fois de la connaissance scientifique, de la production de la recherche et puis de son lien à la décision publique. C'est justement là que se niche cet enjeu de l'expertise. Être expert, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une discipline, c'est une situation dans une relation. Ce qui constitue l'expertise, c'est justement ce que les sociologues qui se sont penchés sur la question à partir des années 80
appelle la situation d'expertise, c'est-à-dire la situation dans laquelle quelqu'un est saisi, est sollicité par un acteur, que ce soit un acteur type décideur public, citoyen ou média, en fonction du savoir qu'il est supposé détenir et qui va permettre d'éclairer l'action, parce que celui qui doit agir, lui, considère qu'il n'a pas le savoir dont il a besoin et qu'il va aller solliciter quelqu'un qui va se trouver en situation d'expertise. Ça se joue aussi dans la vie tout à fait courante, tout à fait ordinaire. Si je dois changer un pneu, racheter des pneus, racheter une machine, je vais, si je ne connais rien, solliciter mon cousin ou quelqu'un dont je pense qu'il ne s'y connaît pas. La situation d'expertise, c'est ça. Ça ne renvoie pas à un type de discipline spécifique. Et donc, cette défiance à l'égard de la situation d'expertise, elle tient à des séries de causes qui ont été en partie déjà développées dans les interventions précédentes, qu'on peut considérer comme certaines structurelles, précisément liées à ce qu'est la situation d'expertise, c'est-à-dire à une articulation spécifique entre des savoirs et des pouvoirs, j'y reviendrai, des éléments conjoncturels, j'allais dire, un peu longs sur ce qui sont, disons, les 30 ou 40 dernières années, et puis des choses plus immédiates sur la crise sanitaire dont je parlerai très rapidement. Les causes structurelles de la défiance à l'égard de l'expertise, qui sont en un sens des causes qui font de la défiance quelque chose de relativement sain, salubre, compréhensible en démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un savoir qui est détenu, comme le disait Sylvestre Huet, par une partie limitée de la population, liée au fait de sa grande spécialisation, par parfois un très petit nombre de spécialistes d'une question, eh bien, il confère évidemment un pouvoir considérable à celui qui le détient lorsque il s'agit d'enjeux qui ont partie lié directement à l'intérêt public ou à des décisions qui ont un impact sur des intérêts privés. Et donc, de ce point de vue-là, qu'il y ait dans une population une forme de défiance critique à l'égard des usages qui peuvent être faits d'une science qui n'est pas partagée parce qu'elle est difficile à partager avec l'ensemble de la population, est quelque chose d'assez compréhensible, d'assez salubre. Je cite souvent Alain qui dit, philosophe Alain au début du XXe siècle, qui dit de même que la confiance est alors le mot m'échappe un instant, mais en gros la sève des monarchies, la défiance est le salut de la République, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir interroger ceux qui détiennent un pouvoir et il faut s'en méfier. Il y a des causes évidemment plus récentes sur lesquelles je ne reviens pas. Vous avez évoqué l'absence de corrélation directe entre le niveau d'éducation en général, le niveau d'éducation en sciences en particulier, et la défiance à l'égard des usages techniques de la science. Évidemment, le bouleversement que constitue l'accroissement considérable du niveau d'éducation moyen d'une population sur 30 ans est un fait majeur qui change le rapport social à la connaissance de façon générale. La multiplication des scandales sanitaires ou environnementaux, il suffit de citer un certain nombre de noms qu'on connaît tous par cœur, Tchernobyl, Mediator, plus récemment Levothyrox, amiante, sang contaminé, vache folle, et je pourrais en passer un certain nombre d'autres, qui ont en quelque sorte inversé la charge de la preuve en matière de légitimité, qualité et honnêteté des usages de l'expertise. Dans chaque affaire, finalement, les choses se jouent de façon assez différente. Ce n'est pas toujours le même endroit de la chaîne entre la production du savoir et son utilisation qui a fait défaut, mais il y a toujours un endroit dans ces histoires-là où il y a eu un problème dans cette chaîne-là, et donc cela endurcit en quelque sorte la méfiance à l'égard de ce fonctionnement et fait qu'il y a une forme de présomption il n'y a plus, disons, de présomption de valeur, d'impartialité, de qualité de l'expertise au service de l'action publique depuis ces événements-là. Et puis, bien sûr, il y a la communication numérique, les réseaux sociaux dont il a déjà été question plusieurs fois depuis tout à l'heure, qui ne sont pas la source de la défiance, qui sont souvent cités comme étant l'origine du mal, mais la chose est sans doute plus complexe que cela. Incontestablement, cela accélère la circulation du vrai et du faux, comme l'a rappelé Sylvestre Huet dans un billet de blog récent, en particulier du faux, qui circulait aussi sans les réseaux sociaux, qui circulait vite aussi sans les réseaux sociaux, mais qui circule encore autrement et qui favorise parfois l'émotion autour de ce qu'il convoite, de ce qu'il convoite. De façon plus immédiate, les enjeux, la situation de la crise sanitaire est particulièrement intéressante pour ces questions-là parce qu'elle produit, encore une fois, une version par excellence à l'extrême de la situation d'expertise dont parlent les sociologues. Un virus inconnu, une technicité très élevée, une quantité de questions techniques imbriquées les unes dans les autres extrêmement denses, et la dépendance complète des pouvoirs publics et des opinions publiques à l'égard de savoirs extrêmement spécialisés. L'expertise, la situation d'expertise, c'est la rencontre
d'une conjoncture critique et d'un savoir spécialisé. Là, on en a un précipité particulièrement radical. On voit les blouses blanches apparaître sur tous les plateaux de télé et aux côtés des décideurs publics. Et dans les premiers jours, au moment de la décision du confinement en France, le problème étant que les premiers jours soient là d'ailleurs, dans les premiers jours à ce moment-là, on a une sorte de revanche des experts par rapport aux situations de défiance qu'on avait connues avec les vaccins, où ils sont partout et ils ont l'air de fixer une ligne que le gouvernement applique et que les Français approuvent et en tout cas mettent en œuvre. Et puis ça se complique très vite. Je raconte une histoire qu'on connaît tous, mais en essayant de mettre un certain nombre de points en avant. Ça se complique avec les messages qu'on peut considérer comme embrouillés et confus et contradictoires des pouvoirs publics sur aller au théâtre mais restez chez vous, aller voter mais ne sortez pas, etc., qui évidemment perturbe la perception que nous avons de cette situation, avec évidemment la controverse massive sur l'hydroxychloroquine à la fin du mois de mars, enfin, dans la dernière semaine du mois de mars, qui atteint beaucoup de gens dans la population, qui est en partie le phénomène lié à ce que disait la première intervenante, Marie-Vonne, sur les pathologies de la recherche. Hein, le succès, la position du professeur Raoult étant un cas exemplaire de l'inflation de la publication et des pathologies de la recherche qu'on connaît aujourd'hui, l'histoire des mensonges, ou en tout cas des revirements de version sur l'utilité des masques. Tout ça aboutit à la fin de cette union sacrée qu'on a connue un temps très court au début du confinement, avec, on regarde dans les sondages d'opinion, une confiance dans la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire qui devient, en France en tout cas, politisée de façon totalement banale. C'est-à-dire qu'au fond, les préférences politiques, le rapport politique au pouvoir, à la majorité, détermine le jugement que les Français portent sur la politique sanitaire du gouvernement, ce qui n'est pas le cas au moment du confinement. Mais ce qui redevient très très vite le cas, et ce qui est évidemment le signe du retour à un rapport ordinaire finalement à la politique et à la décision politique dans cette crise, qui n'apparaît plus comme étant dictée par une science unanime, puisqu'évidemment, entre autres, les prises de parole de Raoult ont brisé l'image d'une science qui parle d'une seule voix et qu'il n'y aurait qu'à appliquer pour gérer la crise sanitaire. Et pour autant, comme le disait Sylvestre Huet, la hiérarchie dans la confiance entre les différents corps et les différents secteurs de la société a été très peu transformée en France pendant la crise sanitaire. Vous avez toujours les scientifiques ou les médecins, en l'occurrence, celles qui étaient posées la question, qui sont tout à fait en haut de la confiance dans laquelle que les Français accordent. Vous avez ensuite, c'est intéressant parce que la question est posée telle quelle par, je crois que c'était Ipsos pour le CEGIPOF, les experts scientifiques qui conseillent le gouvernement lui-même, les médias et les réseaux sociaux. Si tant est que la question faire confiance aux réseaux sociaux veuille dire quelque chose, à mon sens, ça ne veut absolument rien dire, puisque les réseaux sociaux ne sont faits que de gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui soient eux-mêmes scientifiques, médecins, médias, gouvernement. Mais la question est posée, donc on peut regarder la réponse. Et en évolution, on voit que tout ça est extrêmement stable et que, précisément, sur la situation d'expertise, elle suscite une défiance qui est exactement à mi-chemin, finalement, entre celle dont bénéficie le gouvernement et celle dont bénéficient les savants. Et donc, si on a une spécificité française, parce que le CEGIPOF a fait un travail très intéressant de comparaison France-Allemagne, Royaume-Uni, si on a une spécificité française, elle ne se situe pas dans la défiance à l'égard de la science. Si on pose la question sur les médecins, sur les scientifiques, on a les mêmes taux très élevés de confiance. Encore une fois, c'est des enquêtes d'opinion, il faut les prendre avec prudence, mais enfin, la comparaison internationale la permet de le faire. On a le même niveau très élevé en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En revanche, la défiance n'est pas adressée au savoir, elle est adressée au pouvoir. Et là, où on a un décrochage très significatif de la France par rapport à un décalage, disons, très important de la confiance en France à l'égard des gouvernements, pas uniquement de celui-ci, évidemment, par rapport à ce qu'il peut être en Grande-Bretagne, en Allemagne, y compris des situations sanitaires très différentes dans un pays et dans l'autre, mais qui, évidemment, déteint directement, et c'est le point que vous aviez mis en avant tout à l'heure, déteint directement sur la parole scientifique lorsqu'elle apparaît, la parole experte plus exactement, lorsqu'elle apparaît directement articulée à un pouvoir à l'égard duquel on ressent et on exprime de la défiance. Et donc, il n'y a pas davantage de désir en France au terme de la crise sanitaire d'un gouvernement des experts qu'il y en avait auparavant, parce que, en quelque sorte, sans doute peut-on interpréter la chose de la façon suivante, que si les experts étaient au pouvoir en France, ils subiraient le même type de défiance que subissent aujourd'hui les partis politiques ou les élus tels qu'ils sont. Alors,
après la crise, comment les choses se dessinent-elles et que peut-on voir par la suite? Pourquoi est-ce que dans le rapport, on a conclu qu'il fallait faire avec la défiance? Faire avec la défiance, ce n'est pas une manière de dire que les défiants ont gagné ni qu'ils ont forcément raison. Ils ont, comme tout le monde, parfois raison et parfois tort. Simplement que la défiance à l'égard de la parole experte, elle est là, elle existe, elle est là pour des raisons structurelles et des raisons plus conjoncturelles. Et le discours consistant à promettre le retour de la confiance, demain la confiance reviendra, rétablir la confiance, etc., a quelque chose non seulement de non performatif, il ne se produit pas lui-même, il ne produit pas lui-même ses propres effets, mais il peut avoir quelque chose de contre-productif dans la mesure où, si vous vous adressez à un citoyen défiant en lui expliquant d'abord qu'il a tort d'être défiant, en général il est défiant parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'est pas assez cultivé. Je ne dis pas qu'aucun d'entre vous n'a dit cela, mais ce sont des discours que l'on entend sur lorsque les responsables publics évoquent le retour de la confiance, d'une stigmatisation de la défiance en tant que mauvaise compréhension des enjeux, en tant qu'animé par des sentiments mauvais ou d'une incompréhension de la situation, eh bien, elle a pour effet assez compréhensible un endurcissement de cette défiance et potentiellement sa radicalisation. Faire avec, ça veut dire effectivement comprendre ses ressorts et l'incorporer, à proprement parler, dans la production de l'expertise elle-même. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que, ça a été évoqué dans la première intervention, les expertises utiles de l'action publique répondent aux questions que les citoyens, et en particulier les citoyens défiants, se posent tels qu'ils se les posent. C'était un point qui était important, mis en avant par le président Delfrécy du Conseil scientifique. Le fait que des citoyens puissent être associés au Conseil scientifique était pour lui pas simplement et surtout pas d'abord un outil d'acceptabilité de la décision, mais un outil de construction de la pertinence de l'expertise humaine, avec cette idée que c'est en répondant aux questions que les gens se posent qu'ils vont savoir quoi faire finalement de l'expertise qui, à l'heure actuelle, est perçue comme répondant simplement aux questions que le gouvernement lui-même adresse aux experts. Et c'est évidemment un point crucial avec cette idée que, vous l'évoquiez tout à l'heure, la défiance à l'égard du savoir et la pluralité des objectifs politiques sont deux choses différentes, mais il est très important de comprendre que la façon dont les questions sont adressées aux experts traduit toujours une certaine finalité de l'action qui est engagée. Je vais demander à un expert de m'éclairer dans l'idée que je veux déjà faire quelque chose de particulier de cet objet. Je veux protéger la population, je veux protéger l'économie, je veux, si je suis par exemple ministre de l'Éducation, je veux élever le niveau de qualification de tout le monde ou je veux sélectionner une élite, etc. Le type de savoir dont j'ai besoin est différent selon le type de finalité que je poursuis. C'est pour ça que l'indépendance ou la neutralité stricte de l'expertise est de ce point de vue-là une vue de l'esprit. C'est-à-dire que la question elle-même, telle qu'elle est structurée, donne une orientation en partie. Et il est très important que, puisque nous sommes une république qui a des principes démocratiques, que les questions adressées aux experts partent au moins en partie de questions qui sont adressées par les citoyens, puisqu'elles répondent aux questions que nous nous posons en fonction des finalités politiques que nous nous donnons. De ce point de vue-là, la Convention citoyenne pour le climat est très intéressante parce qu'elle a permis à des citoyens d'interpeller directement des experts. Et je termine là-dessus. Cette question rejoint celle du risque de l'instrumentalisation politique de l'expertise, qui est ce qui arrive lorsque le politique veut utiliser la parole d'expert pour s'attirer à lui la confiance dont bénéficie le discours scientifique, mais qui peut avoir comme effet, on le voit bien souvent, rigoureusement inverse, de contaminer la parole scientifique de la défiance dont fait l'objet le discours politique lui-même. Alors, comment faire avec l'expertise? Et je terminerai là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de préceptes généraux qui peuvent être faits, donc il y a incorporer la parole défiante dans le travail de l'expertise, et puis faire preuve d'une forme de modestie assez radicale dans la façon de traiter ces questions-là, pour éviter précisément une expertise qui ferme le dialogue, qui ferme la discussion, qui peut précisément apparaître aux citoyens défiants comme une tentative de prise de pouvoir ou de réduction de la marge d'appréciation des citoyens. Et donc cette modestie, beaucoup d'acteurs en ont sans doute manqué dans la crise sanitaire, en tout cas en France, même ceux qui prétendent le contraire. Et je pense qu'elle fait partie des vertus qu'on peut essayer de travailler collectivement dans cette phase. Pardon, j'ai été un peu long. Ouais. Non, ça va, c'est un tout petit peu plus de 15 minutes, mais comme vos collègues ou les autres intervenants ont été plus courts, on n'a pas. Donc, il nous reste une demi-heure pour les questions-réponses. Donc, Nadia, est-ce que tu veux.
Il y a eu une question dont la réponse a été faite par écrit, mais je ne sais pas si le public y a accès. Donc, je ne crois pas. Alors, les questions. Donc, c'est moi qui les pose, Maryse ? Allons-y. Donc, alors là, je suis en train de me... Voilà. La vérité scientifique suffit-elle? Les détournements qui en sont faits ne sont-ils pas la principale source de défiance? Incriminer les scientifiques, démarche trop générale par rapport aux quelques scientifiques concernés, ne vise-t-il pas à dédouaner les politiques qui détournent les résultats en ayant les moyens de communication très supérieurs à ceux des scientifiques? Là, ça a été en partie répondu par la dernière intervention, mais la fin de la question n'est pas très claire. Qui veut répondre? Si vous voulez une petite remarque là-dessus, ce que Daniel Agacinski a dit est évidemment très important. Considérons ce qui s'est passé depuis une grosse trentaine d'années, 40 ans, dans les pays développés, sur les relations que les pouvoirs politiques, exécutifs, les gouvernements, mais les législateurs aussi, entretiennent avec la science, avec le savoir et avec les technologies, au regard des politiques qu'ils doivent conduire. Si on prend le cas français, on voit bien que cette expérience a eu un acmé à l'époque de la crise du sang contaminé par le virus du sida, que j'ai vécu comme journaliste spécialisé à ce moment-là. Les gouvernants se sont trouvés dans une situation très inconfortable de devoir se tourner uniquement vers, au mieux, les équipes de la Direction générale de la santé, au pire, vers un conseiller, en l'occurrence, par exemple, François Gros pour Laurent Fabius, Premier ministre, pour prendre des décisions dans l'urgence sur des sujets de vie ou de mort. Par exemple, est-ce qu'on continue à collecter le sang des prisonniers ? Est-ce qu'on vide ou pas les stocks de sang contaminés, les stocks de sang du Centre national de transfusion sanguine ? Honnêtement, j'aimerais pas être à la place des gens qui sont, de par leur responsabilité politique liée à l'élection, devant une telle décision, alors qu'ils n'y connaissent rien. Vraiment rien. Quand on a fait Sciences Po, on ne connaît rien à la virologie. C'est normal. Et donc, les conséquences de ça, vous les connaissez. Il y a quelques ministres qui sont allés devant des tribunaux de la République, mais qui n'ont pas été sanctionnés. La fameuse phrase responsable, mais non coupable, de Madame Georgina Dufoy, ministre de la Santé, sous François Mitterrand, etc. L'une des conclusions que les responsables politiques de toute obédience ont tiré de ça, c'est qu'ils avaient besoin d'expertise des sciences et des technologies beaucoup plus larges et fiables que celles que peuvent leur donner soit un ou des conseillers nommés comme ça dans un cabinet ministériel, voire même des administrations centrales. Pourquoi ? Parce que les administrations centrales, c'est des hauts fonctionnaires dont la carrière dépend du niveau politique qui est juste au-dessus et qui donc nécessairement n'ont pas la liberté d'enquêter et de parole, surtout parce qu'ils sont en posture où ils échangent aussi leur carrière contre la relation qu'ils ont avec le niveau politique qui les nomme. Et donc, du coup, devant la complexité accrue de ces sujets et les mauvaises expériences du type sang contaminé, la plupart des gouvernements des pays développés ont développé la notion d'expertise publique, notamment des risques technologiques, mais aussi des opportunités que les découvertes scientifiques apportaient, dans des agences, avec des noms relativement divers, mais des agences qui sont des morceaux d'État, puisque c'est des services publics, mais qui entretiennent une relation de relative autonomie avec le pouvoir politique. Alors, une autonomie relative parce que, par exemple, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, l'autorité de sûreté nucléaire, toutes ces instances sont nommées par le pouvoir politique. Leurs statuts sont établis par la loi et les moyens financiers dont ils disposent sont également votés par les députés et sénateurs sur la base des propositions gouvernementales. Donc, ce n'est pas une indépendance totale vis-à-vis du pouvoir politique. Ça serait d'ailleurs complètement stupide d'imaginer un système
qui serait fondée sur une indépendance totale, parce que d'où tiendrait-il leur légitimité démocratique? Et donc la question, maintenant qu'on voit bien qu'on s'est orienté massivement vers ce genre de relation entre science et expertise, et public et citoyen, eh bien c'est à la fois d'instituer tous ces corps comme il le faut. Je glisse très rapidement sur comme il le faut. Il faut que ce soit des systèmes où on ait la certitude qu'on utilise bien la science qui existe, et pas seulement une partie de la science qui existe, qu'on ait à la fois la compétence, la diversité d'opinions, la capacité à tenir compte des opinions divergentes et minoritaires, la transparence dans le choix des experts, pour balayer les liens d'intérêt, etc. Et c'est nécessairement toujours des processus collectifs. Eh bien, il faut faire fonctionner cela. Et finalement, ce qu'on doit demander aux hommes politiques, ce n'est pas d'être expert en virologie, c'est de savoir comment instituer et faire fonctionner des comités d'experts qui permettent à la société de disposer du meilleur niveau possible d'expertise des connaissances existantes pour elle à la décision, à la fois des citoyens et des gouvernants. Et en réalité, c'est un problème très difficile. Il n'y a pas de solution facile à ce défi. C'est pour ça que je considère que c'est l'un des défis majeurs des sociétés démocratiques pour le XXIe siècle. Et évidemment, il faut combattre férocement tout ce qui peut bousiller le système. Et qu'est-ce qui peut bousiller le système? Des hommes politiques qui n'instituent pas correctement ces agences d'expertise, qui ne les financent pas correctement, qui servent trop le kiki à la recherche publique, ce qui fait qu'il n'y aura pas de vivier d'experts, enfin de scientifiques, experts dans tous les domaines dont on a besoin, notamment pour challenger l'expertise de la recherche privée, qui, ne l'oublions pas, mobilise la majorité des financements et la majorité des scientifiques qui font de la recherche dans les pays développés. Et ils le font au service essentiellement d'objectifs financiers, pas d'objectifs philanthropiques ou de sécurité des populations. Et donc, il faut faire tout ça, et puis, in fine, il faut que les dirigeants politiques ne se trompent pas ou ne fassent pas de mauvaises nominations de dirigeants de ces organismes par volonté. Pour ne vous prendre qu'un exemple, quand j'ai entendu au début de son mandat Nicolas Sarkozy parler d'un truc aussi dingue que de vendre une centrale nucléaire à la Libye de Kadhafi, eh bien, par la suite, je n'avais pas très envie que ce soit ce président de la République-là qui nomme le président de l'autorité de sûreté nucléaire. D'ailleurs, à l'époque, le président en place avait fait tout ce qu'il pouvait et dit tout ce qu'il fallait dire pour contrer une telle folie. Et donc, il avait été bien choisi par le président précédent. Oh, bon, alors, je vais vous redonner la parole tout à l'heure pour une question où vous avez répondu par écrit, mais je vais vous laisser le temps de reprendre votre souffle. Et il y a une question, ne pensez-vous pas que l'expertise pour être crédible doit être contradictoire? Alors, je ne sais pas qui peut répondre là. J'ai répondu très rapidement par écrit. Bien sûr, mais attention, ne pas utiliser le mot contradictoire dans le sens qu'il a dans les arènes juridiques et des tribunaux. Contradictoire dans le sens de l'expertise scientifique, c'est assurer une diversité de compétences et de points de vue suffisantes dans le collectif d'expertise, parce que c'est nécessairement collectif, l'expertise scientifique et en technologie. Il n'y a pas d'expert isolé. On est expert parce qu'on fait partie d'un collectif. Et il faut que ce collectif soit correctement constitué et donc qu'il ait la diversité nécessaire en compétences et en point de vue pour s'assurer qu'on se pose vraiment toutes les questions qu'il faut se poser quand on instruit le dossier. Je crois que Marie-Vonne Olzem veut compléter cette réponse, enfin compléter ou… Oui, si vous me permettez, je vais là intervenir en tant que membre. J'ai oublié de dire que j'étais membre de l'association citoyenne. Et en ce qui concerne l'expertise contradictoire, moi je suis totalement pour, à condition d'avoir les conditions
donner aux citoyens, puisque là on est dans le débat citoyen, d'émettre des contradictions, c'est-à-dire c'est la différence que nous qu'on a fait à Sciences citoyennes, tout en s'étant félicité de la Convention citoyenne, hein, mais la différence qu'on a fait entre la Convention citoyenne telle que vue par Emmanuel Macron et les conventions de citoyens, qui permet aux citoyens de se forger leur propre opinion par une formation qui est longue, une formation qui est dispensée par des expertises contradictoires, c'est-à-dire aussi bien entendre les arguments d'un lobbyiste que la dénonciation de ses arguments, c'est-à-dire les contre-arguments, c'est-à-dire se forger soi-même sa propre conviction. Et c'est un des aspects de l'intervention que je n'ai pas eu le temps de continuer, mais je ne vais pas la continuer comme ça en douce, mais effectivement, cette façon de décider par soi-même en connaissance de cause est un héritage fondamental des Lumières et qui est complètement dévoyé. Aujourd'hui, quand le président Macron parle des Lumières, il parle du progrès qui est le progrès des premiers de cordée, quoi, sur la faculté d'entreprendre, et non pas ces conditions de possibilité de se forger sa propre opinion. Parce que les experts, c'est vraiment à géométrie variable. Le Science Media Center, et j'aimerais bien que mes collègues journalistes, pour la plupart d'entre eux, disent ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire qu'elle est dans la loi de programmation, faire le tri entre la bonne et la mauvaise information par une haute autorité de l'information scientifique. Qu'en pensez-vous s'il est sur le modèle du Science Media Center britannique, qui est financé à fonds privés et dont les experts sont quelquefois des banquiers? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ça, comme ça, qu'on va faire le tri entre la bonne information et la mauvaise? Je peux répondre parce que c'est très rapide. La communauté des journalistes concernés a dit dès le début, et j'avais été auditionné par l'OPEX même il y a 5-6 ans là-dessus dans le rapport sur la culture scientifique, que nous ne voulions pas d'un tel système. Donc c'est clair, net. On n'en veut pas. Merci. Julien Hernandez, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, si on peut vous entendre, non? Et Daniel Agassi, non? Là, Oui, j'ai rien de... Non, là, j'ai rien de pertinent qui me vient à rajouter. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai pas les compétences là je pense, pour rajouter quelque chose de pertinent. D'accord. Donc, oui, juste pour embrayer sur les débats autour du contradictoire, qui sont extrêmement intéressants de ce point de vue-là, je souscris totalement à ce que dit Sylvestre Huet sur l'hétérogénéité entre le contradictoire des juridictions, qui est résolument binaire et qui repose sur une théorie de la conception, de la production de la vérité judiciaire comme aboutissant possible au terme d'une exploration aussi profonde que possible des arguments en défense ou en accusation, qui est un régime de vérité à part entière. Le régime de la vérité scientifique est évidemment celui de la controverse, mais il me semble que la question de l'expertise, c'est-à-dire du moment où les savoirs rencontrent l'intérêt général et la décision publique, est encore un régime d'une autre nature, c'est-à-dire que s'y mêlent de façon à un certain degré inextricable les questions de savoir et les questions de préférence, la hiérarchisation des enjeux qui sont mobilisés au moment de trancher une question d'intérêt public, et l'univers de l'expert qui souhaite en quelque sorte préserver, mettre à part un espace qui serait purement celui de la controverse sur les faits, en laissant au champ politique la controverse sur les opinions et les préférences, me semble, on peut le voir dans beaucoup de situations, assez largement chimérique. Je prendrai appui là-dessus sur tout ce que Bruno Latour a assez profondément exploré, notamment à partir de Politique de la nature, dans les débuts des années 90, sur l'image d'un monde strictement séparé entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs. On voit bien que lorsqu'on est pris dans les enjeux d'expertise, dans ce qu'ils ont d'intrinsèquement mêlant encore une fois ce qu'il faut faire et ce que l'on peut savoir, il est très difficile, même si c'est un objectif dont il est aussi difficile de s'abstraire, il est très difficile de séparer avec un rasoir de canne, disons, ce qui relèverait strictement du champ de la politique et des préférences sur laquelle la vérité n'a pas de place, et celui de la vérité scientifique.
revanche, les préférences n'ont pas de place. Avertissement sur le degré de complexité encore plus spécifique de la controverse et de la pluralité et du contradictoire lorsqu'on parle d'expertise. Merci. Alors, la question qui vous a déjà été posée, auquel vous avez répondu par écrit d'Hervé Schneiweis, comment filtrer les pseudo-spécialistes qui se sont autoproclamés, tels sur les plateaux d'info continue? Quel dialogue instaurer ou réinstaller entre journalistes et scientifiques pour éviter à l'avenir un tel fiasco? Et ça s'adresse à Sylvestre Huet. Oui, je pense que pour traiter vraiment à fond de cette question, il faut absolument éviter toute naïveté sur le fonctionnement des médias en France et encore plus des réseaux sociaux numériques. Mais pour les médias, si vous observez quels sont les médias qui ont le plus mis en avant, le plus accordé d'importance aux fabricants d'ignorance, ce sont des médias qui dépendent à 100% de ressources publicitaires. Les chaînes d'info continue, par exemple. Et il y a une relation directe entre les deux. Le faux, le mensonger, parce que c'est extraordinaire, c'est un outil d'audimat, d'audience extrêmement efficace. De la même manière que le faux va plus vite sur Twitter, le faux est plus intéressant pour obtenir de l'audimat pour une chaîne d'info continue que le vrai. C'est très chiant, un article qui explique que en ce moment, on aimerait bien savoir si tel traitement marche, mais que la vraie science, la bonne science, a pour l'instant comme seule réponse à la question « je ne sais pas ». Le seul bon article que vous pouvez faire, c'est expliquer pourquoi la science n'a pas encore les moyens de répondre à la question. C'est très chiant, ça ne se vend pas, ça. On ne peut pas faire un titre attractif avec ça. En revanche, si vous pouvez titrer « il y a un grand scientifique qui a une belle blouse blanche qui dit « moi, je sais que j'ai la solution », wow, vous faites exploser l'audimat et donc les rentrées financières de ces chaînes d'information continue. Donc la synergie entre un producteur d'ignorance qui le fait par conviction idéologique ou scientifique ou parce que c'est un menteur, on s'en fout finalement de la raison pour laquelle il veut construire de l'ignorance. Ce qui compte, c'est le résultat. La synergie entre ces constructeurs d'ignorance et un système médiatique qui est sous pression économique, qu'on a organisé comme ça, avec la concurrence dans l'espace hertzien, puis les réseaux numériques, avec un modèle de compétition, de concurrence et de ressources fondées sur la publicité, eh bien, le résultat, il est ce qu'on a sous les yeux. Et c'est très clair pour moi que tant qu'on ne s'attaque pas au cadre économique dans lequel cette presse fonctionne, eh bien, on ne touchera pas à ces causes structurelles de la malinformation. Pour aller très vite, en 1944, les résistants qui ont écrit le programme du CNR avaient prévu qu'il fallait mettre en place des conditions économiques pour la presse pour en finir avec la presse pourrie des années 30 et développer le pluralisme dans la presse et donner du pouvoir aux rédactions, aux journalistes. Ils ont fait les ordonnances de 44. Aujourd'hui, on a besoin d'un effort du même niveau. Et il faut être extrêmement exigeant vis-à-vis de nos responsables politiques. Alors, merci. Oui, je vais peut-être rajouter deux, trois trucs. Effectivement, donc, on ne vous entend pas. Je souhaite, et ça a été réglé même une fois dans cette pandémie. Ah, on m'entend toujours pas, c'est très désagréable. Je vais peut-être couper encore ma caméra du coup. Tac. C'est bon, on m'entend mieux? Oui, pour le moment. Bon, pour le moment, on va faire avec. Oui, ça a été répété maintes fois pendant cette pandémie. On manque cruellement, en tout cas dans le paysage médiatique conventionnel, entre guillemets, de journalistes spécialisés en sciences. Beaucoup d'articles ont été produits par des journalistes qui n'ont pas d'affinité avec les sciences ou n'ont pas eu tout simplement de sensibilisation à la science durant leur cursus.
Il y a aussi la précarité des causes systémiques qu'évoquait Sylvestre, la précarité du monde journalistique. Moi, je suis pigiste, par exemple. Je peux vous dire que faire un article de qualité, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut prendre sur son temps, il faut se battre avec sa rédaction. Enfin, c'est un enfer. Et le fonctionnement des médias, effectivement, la course à l'audimat est aussi un gros problème qui est intriqué dans le fait que dans le fonctionnement des médias actuels, il faut prendre le temps de faire attention à tous les maillons de la chaîne de l'information. Souvent, on peut être pressé, reprendre trop vite un communiqué d'une entreprise ou de l'INSERM ou de qui sais-je encore, et on ne prend pas le temps. Et parfois, ce n'est pas la faute du journaliste, hein. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours que la faute du journaliste. On ne prend pas le temps de remonter aux sources primaires, aux vraies études, enfin, aux études publiées, etc. Et ça participe du problème et des relations entre journalistes et scientifiques. Voilà. Alors, il y a une question que voudrait poser Gérard Asqueri. Il faudrait que tu mettes ton micro, Gérard. Voilà, j'ai remis mon micro. J'aurais même beaucoup de questions, mais je vais me limiter à deux. La question de la temporalité dans le rôle de la temporalité dans la défiance, y compris parce que, comme ça a été dit ce matin, la science, ça prend du temps, et les résultats, ça prend du temps. Et deuxièmement, sur la méthodologie. Le Conseil économique, social et environnemental, mardi, s'est vu présenter une étude sur la méthodologie d'analyse de controverses, c'est-à-dire des modalités qui ont été utilisées par la Commission nationale du débat public à propos de l'enfouissement des déchets nucléaires, où on prend deux camps, ça renvoie à la problématique du contradictoire d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de trancher entre les deux camps, il s'agit de se mettre d'accord sur les questions, les problématiques et ce qu'on sait à peu près. Je voulais savoir ce que vous pensez de ce type de choses par rapport à la problématique qui est celle de cet après-midi. Qui veut répondre? Moi, je dirais une chose par rapport à, aussi en réponse à la question de Madame Berthaumieux, sur l'appréhension que les Français, les citoyens ont du travail des agences d'expertise. Ce qui est certain, c'est que faire de l'information sur le résultat d'une expertise scientifique publique, même sur lesquelles il y aurait, qui serait très bonne, quoi, où il n'y aurait pas de difficultés avec la nomination des experts, avec des conflits d'intérêts, avec une question mal posée, beaucoup trop étroite, par exemple. Prenons l'hypothèse d'une très bonne expertise scientifique publique. Ce n'est pas un sujet vendeur. Prenons un exemple concret dans les années passées. En 2012, il y a une très mauvaise étude qui est publiée sur le risque pour des rongeurs de manger des maïs transgéniques modifiés pour tolérer les herbicides au glyphosate. L'étude est très mauvaise, on ne peut rien en conclure. Ça va faire la une de tous les journaux télévisés, des unes de journaux, des centaines d'articles qui vont convaincre l'écrasante majorité des Français que ce qui est dit dans l'article en conclusion est vrai. Quelques semaines plus tard, l'ANSES et le Haut Conseil des biotechnologies publient chacun de leur côté une analyse critique de l'article. Ils démontrent, avec une méthode scientifique standard, que cet article, cette étude, a un problème majeur, c'est qu'elle est tellement mal faite qu'on ne peut rien conclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ces deux analyses de deux systèmes d'expertise publique des risques dans les biotechnologies vont obtenir un écho médiatique très faible, beaucoup plus faible que l'annonce initiale. C'était le professeur Serralini, pour ceux qui se rappellent du nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un système médiatique qui donne une importance beaucoup plus grosse à une mauvaise information qu'à la bonne qui explique d'une manière extrêmement claire pourquoi l'annonce initiale était
erronée. Donc voilà, dans une situation comme ça, on voit à quel point il faut renverser les pratiques pour obtenir quelque chose qui correspondrait à une bonne hiérarchie, c'est-à-dire un chercheur publie quelque chose qui manifestement pose des problèmes méthodologiques et qui va à contre-courant de toute une littérature scientifique publiée. Donc ça devrait faire l'objet au mieux de quelques articles dans les pages intérieures, dans les espaces spécialisés sciences de journaux qui s'occupent de ça. Et puis à l'inverse, quand on a devant un sujet qui a autant inquiété les gens, un résultat scientifique solide, celui-là, il devrait être mis en valeur. Dans toute ma carrière, je n'ai obtenu qu'une seule fois un espace équivalent pour démentir une erreur, une publication scientifique erronée, que l'espace qu'on m'avait donné initialement pour parler de cette publication erronée. Une seule fois, en 35 ans. Dans tous les autres cas, j'ai obtenu moins de place pour le démenti qui était de la bonne science que pour l'annonce initiale qui était de la mauvaise science. Donc on voit à quel point on a du travail si on veut remettre les choses dans le bon ordre, notamment dans la capacité des médias à faire une hiérarchie des informations scientifiques qui correspondent à leur importance et à leur véracité. Merci. Je pense qu'on va devoir se diriger vers la conclusion. Je vois que Marie Van Olsem demande la parole. Allez-y. Oui, je ne savais pas qu'il fallait prendre la parole, il fallait juste demander, donc ça fait un petit moment que je la demande, mais ce n'est pas grave. Je dirais par rapport à ce que vient de dire M. Huet, comme il est intervenu plusieurs fois, il est intervenu sur les chaînes d'information continue. Moi, je mettrais France Info, qui est une chaîne de Radio France, dans le lot, parce qu'on est noyé dans le flux informationnel avec des journalistes qui vous disent ce qu'il faut retenir plutôt que ce que l'on a décidé de retenir. Moi, j'ai décidé de ne plus écouter le flux informationnel stressant de France Info, où ça se succède toutes les minutes sur un rythme de n'importe quelle chaîne telle que M. Huet pouvait les dénoncer. C'est pas parce que c'est une radio de Radio France qu'elle est meilleure que les autres, avec son lot de conneries qui sont diffusées. Et je pense que la question de Gérard Asqueri, la question de la temporalité. La question de la temporalité, c'est une question très importante parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, ça serait quand même dommage d'oublier que le temps de la recherche scientifique en France est le temps de l'ANR. On a l'impression que ça n'existe pas. L'ANR avec les sujets sur lesquels elle finance. J'ai parlé des sciences non faites. Alors, on peut dire des choses par rapport à l'enquête de Seralini, ce n'est pas là le problème. Mais l'enquête de Seralini n'était pas une enquête de l'ANR, c'est une enquête parallèle. Alors, c'est vrai qu'on peut reprocher des choses, je ne rentre pas sur les choses à reprocher, mais ce n'est pas exactement la même chose. Aujourd'hui, la notion de laboratoire de recherche n'existe plus. Il n'existe dans les laboratoires que des gens qui ont des ANR et des gens qui n'en ont pas. On a l'individualisation totale. Quant à la recherche privée, elle a fermé beaucoup de ses centres de recherche parce qu'avec les crédits impôt recherche, elle est dans le public, elle fait travailler le public et elle empoche les crédits impôt recherche à hauteur de 6 milliards par an quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si on oublie cet aspect des sciences, on peut discuter d'un monde idéal, mais sur la temporalité, je terminerai là-dessus, je crois qu'on ne peut rien faire sans intelligence, pas au sens de renseignement, mais l'intelligence prend du temps. Et là, de ce point de vue-là, il y a un monsieur qui, en 1935, a écrit un texte remarquable qui est en vente à 3 € aux éditions Alia. C'est Paul Valéry, ça s'appelle « Le bilan de l'intelligence ». Et avec un monde où on essaie de nous accélérer, il est grand temps pour le progrès de ralentir et de prendre l'intelligence de faire des sciences telles qu'on aimerait qu'elles soient. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce que vous voulez ajouter 2 mots de conclusion, puisqu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Donc, si vous voulez dire 2 mots. Oui. Je vous remercie. On ne va pas déborder davantage. D'accord. Donc, Monsieur Huet, Monsieur Hernandez, non. J'ai beaucoup parlé, donc j'aurais mauvaise grâce à reprendre trop la parole. Juste pour dire que la question dont nous avons discuté est très importante.
Je pense qu'il faudra qu'on prolonge ces discussions qui étaient fort intéressantes. Monsieur Hernandez, non? Oui, non, rien à rajouter. Bon, merci à tous les quatre, merci Nadia. Et donc, cette table ronde est terminée.